L'égalité parfaite n'existe que dans la mort. Que nous soyons riches ou pauvres, puissants ou faibles, beaux ou laids, la mort nous attend tous, sans aucune distinction. En effet, si la naissance, l'entrée dans la vie est le lieu de l'inégalité, la mort, elle, est la revanche de l'égalité. Mais si la mort réalise l'égalité la plus parfaite, ne peut-on pas soupçonner, dans le sens inverse, que l'égalité la plus absolue conduirait elle-même à la mort? C'est ce que nous verrons aujourd'hui avec un penseur russe du XXe siècle, Nicolas Berdiaïev, pour qui vouloir l'égalité, c'est vouloir la mort, et vouloir l'inégalité, au contraire, c'est rechercher la vie la plus intense et la plus créatrice qui soit. Il est généralement admis à notre époque que l'égalité est une notion positive, intrinsèquement bonne en soi qu'il convient de rechercher. L'inégalité, elle, semble une notion par trop négative dont on voit mal comment on pourrait s'en réclamer. Ceux qui se battent pour l'égalité se fardent de belles vertus humanistes, ils clament partout leur amour pour l'humanité, alors que ceux qui font preuve d'un certain scepticisme à l'égard des idéologies égalitaires paraissent trop souvent de vilains croque-mitaines ou des misanthropes sans cœur. Or, je voudrais montrer dans cette vidéo, avec Nicolas Berdiaïev, qu'il s'agit en fait d'une scandaleuse inversion morale. La destruction de toute inégalité, et donc de toute hiérarchie, aboutit nécessairement à la destruction de la personne humaine. Car seule la hiérarchie permet des individualités de qualités diverses. Les idéologies égalitaires, loin d'être motivées par l'amour comme elles le prétendent, veulent tout ramener à l'égalité du néant. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, comme à mon habitude maintenant, je voudrais vous présenter brièvement l'auteur dont je vais parler. Nicolas Berdiaïev est un des plus grands philosophes russes et un penseur majeur de la première moitié du XXe siècle. Né en 1874 à Kiev, dans l'Empire russe, et mort en 1948, il grandit dans une famille aristocratique et militaire. Sa mère, Alina Sergeyevna, étant à moitié française, Berdiaïev apprit le français enfant et eut d'ailleurs toujours un don naturel pour les langues. Pris par la ferveur révolutionnaire qui s'emparait alors de l'esprit des jeunes gens, il se rapprocha des groupes clandestins marxistes après son entrée à l'université vers l'âge de 20 ans en 1894. Exclu de l'université en 1898 pour activité révolutionnaire, il est emprisonné brièvement et puis envoyé en exil à Vologda, une ville au nord-est de Moscou. C'est là qu'il écrivit son premier livre d'inspiration marxiste, quoique non orthodoxe, Subjectivisme et individualisme dans la philosophie sociale en 1901. Mais il se détournera très vite du marxisme par la suite, et sous l'influence de son contemporain Sergueï Bulgakov, un des philosophes et théologiens les plus importants de l'orthodoxie russe du XXe siècle, il se convertit au christianisme. C'est à cette époque que Berdiaïev développa pleinement sa pensée philosophique et religieuse, profondément influencée tant par la tradition occidentale que russe. Du côté de l'Occident, Berdiaïev sera particulièrement marqué par la lecture de Maître Eckhart et de Jacob Böhm, qui nourriront sa pensée mystique, et par celle de philosophes comme Kant, Schelling, Joseph de Maistre, Schopenhauer et Nietzsche. De son pays, Berdiaïev est aussi l'héritier des plus grands penseurs du XIXe siècle russe, que sont Vladimir Soloviev, Dostoïevski, Komyakov, Danilevski et Konstantin Léontiev. Léontiev, que d'aucuns qualifiaient d'ailleurs de penseur plus nietzschéen que Nietzsche lui-même. Malheureusement, à part Dostoïevski, ces grandes figures intellectuelles passionnantes sont assez largement méconnues en Occident, et elles mériteraient certainement, à mon sens, d'être découvertes ou redécouvertes. Mais la guerre ainsi que la révolution russe de 1917 mettront un terme à l'activité intellectuelle de Berdiaïev en Russie. Bien que professeur à l'université de Moscou, il sera expulsé de son pays quelques années après la révolution, étant considéré comme un adversaire idéologique du communisme lors du fameux épisode du bateau des philosophes. L'expression « le bateau des philosophes » renvoie à cette opération par laquelle le pouvoir soviétique expulsa plusieurs centaines d'intellectuels en 1922. En effet, Lénine avait décidé d'expulser la plupart des membres de l'élite intellectuelle russe opposée au pouvoir bolchevique. Comme l'écrivait Léon Trotsky, un des héros de l'égalitarisme à cette occasion, il n'y avait pas de prétexte pour fusiller ces personnes, mais il n'était plus possible de les supporter. Loin d'être un épisode anecdotique dans l'histoire russe, le bateau des philosophes est un moment hautement symbolique à partir duquel la culture russe est scindée en deux, la culture soviétique d'un côté
et la culture émigrée de l'autre. Parmi les intellectuels exilés, on trouve notamment, en plus de Berdiaïev, Sergueï Bulgakov lui-même, Vladimir Lossky ou encore Ivan Ilyin, que Vladimir Poutine aime à citer régulièrement dans ses discours et dont la dépouille a justement été rapatriée en Russie à la demande du président lui-même pour être enterré dans le cimetière du monastère Donskoï près de Moscou en 2005, où il repose d'ailleurs aux côtés de Solzhenitsyn aujourd'hui. Ce qui montre le changement d'attitude du pouvoir face à ces philosophes exilés. Berdiaïev s'installera alors en France en 1924, et c'est dans ce pays qu'il vivra jusqu'à sa mort en 1948, rédigeant ses livres les plus importants comme Le Nouveau Moyen-Âge, De la destination de l'homme ou encore De l'esclavage et de la liberté de l'homme. Mais c'est d'un autre livre que j'aimerais parler aujourd'hui, un livre qu'il écrivit au cœur du tourbillon révolutionnaire, à savoir De l'inégalité, qui est selon moi un des livres les plus profonds jamais écrits sur la question. Bien que ce livre soit évidemment ancré dans un contexte historique bien précis, la Révolution de 1917, et tout imprégné qu'il soit du mysticisme propre à l'orthodoxie, ce livre recèle en effet un message de portée universelle. Composé sous la forme de 14 lettres, directement adressées aux révolutionnaires, dans un style assez vif et même assez violent parfois, Berdiaïev réfléchit sur divers thèmes de philosophie politique, comme l'État, la nation, le conservatisme, l'aristocratie, la guerre, etc. Son but n'est pas de construire un système de philosophie politique et sociale dans lequel il exposerait sa vision de la cité idéale, mais plutôt de découvrir et d'exposer le fondement spirituel de toute pensée sociale, c'est-à-dire la base métaphysique ou ontologique sur laquelle est fondée toute société humaine, à savoir le principe hiérarchique et inégalitaire et les réalités qui en découlent. Ce que montre Berdiaïev dans son livre, pour commencer, c'est que la pensée égalitaire, qu'elle se dise socialiste ou libérale, est basée sur une confusion entre le concept de personne et celui d'individu. Et ce faisant, elle sape la réalité de la personne elle-même, à laquelle elle entendait pourtant donner la première place. Pour la raison bien simple qu'elle détache l'individu de toutes ses formations historiques et organiques. L'individu se conçoit en effet comme une simple unité atomique, un simple numéro dans le règne de la quantité. Évidemment, il s'agit là d'une abstraction, d'une fiction, qui ne trouve pas de correspondance exacte dans la réalité, mais à laquelle on peut tendre en faisant en sorte d'effacer au maximum les différences entre les êtres. Le pur individu appartient au monde de l'inorganique, du mécanique, alors que la personne, elle, appartient au monde organique où règne la loi de la différenciation progressive. Pour vous donner un exemple très concret, le corps humain est un tout organique, dans lequel chaque partie a une place et une fonction bien particulières. La main a une autre fonction que le pied. Elle ne lui est pas égale, et ces deux membres ne peuvent être interchangés sans que cela ne produise de graves perturbations dans le tout. Alors qu'un tas de pierres, ou un tas de sable par exemple, est un tout inorganique, puisqu'on peut retirer chaque pierre ou chaque grain de sable indifféremment, sans que cela ne produise aucune perturbation dans cet agrégat. Par rapport à la personne, qui est une unité organique supérieure, l'individu atomique, non lié, se situe au degré inférieur et pauvre de la réalité. L'égalité existe plus ou moins dans un simple agrégat, comme dans un tas de pierres, et on ne niera pas que, sous un certain aspect, les êtres humains soient à peu près égaux entre eux. Mais cette égalité des hommes entre eux constitue un des éléments les plus pauvres de la réalité. Il correspond à ce qu'il y a de moins intéressant en nous. Il s'agit d'un ordre qui n'est pas encore celui de la forme ou de la personnalité au sens propre. Comme l'écrit Berdiaïev aux révolutionnaires de son temps, vous définissez l'homme par ce qu'il a de commun avec tous les autres. 2 jambes, 2 bras, un nez, etc. Aussi échappe-t-il à votre regard. Ce qui fait l'homme, c'est bien davantage ce par quoi il ne ressemble à aucun autre. Accorder de la valeur à cet aspect le plus général et abstrait équivaudrait à dire de la même façon que les statues de Michel-Ange et de Livio Scarpella, par exemple, sont équivalentes ou égales parce qu'elles sont toutes les deux en marbre. Or, l'essentiel de ces œuvres d'art n'est pas qu'elles soient en marbre, évidemment, mais qu'elles soient toutes les deux l'expression d'une idée distincte dont le marbre n'est que le support matériel. Cet exemple doit nous aider à voir plus clair dans cette différence entre l'individu et la personne. Comme dirait Julius Evola, l'individu est un simple élément d'une masse ou d'un agrégat social. La personne, elle, est l'individu différencié par la qualité, avec son visage, sa nature propre, et une série d'attributs qui le font être lui-même, le distinguent de tout autre, et le rendent donc fondamentalement inégal. La personne est l'individu chez qui les caractéristiques générales, à commencer par la plus générale qui est d'appartenir à l'espèce humaine, puis successivement d'appartenir à un peuple donné, à une nation donnée, à un sexe donné, une famille donnée, etc., etc.,
Et l'homme chez qui ces caractéristiques générales revêtent une forme d'expression différenciée en s'articulant et en s'individualisant de diverses façons. Tout processus vital qui va dans ce sens, qui favorise l'accomplissement de la personne selon sa nature propre, est ascendant, tandis qu'insister sur ce qui est identique chez tous les êtres et lui accorder la primauté constitue une régression. L'égalitarisme, comme l'écrit Berdiaïev, dévaste en fait l'individu, il lui ôte le contenu supra-individuel qu'il a reçu de l'histoire, de sa race et de sa patrie, de l'État et de l'Église, de l'humanité et du cosmos. Vouloir l'égalité, c'est donc vouloir l'informe et le règne de la quantité, alors qu'admettre l'inégalité, c'est dépasser la quantité et poser la qualité. En rétablissant le véritable sens de ces mots, égalité et inégalité, individu et personne, Berdiaïev a le grand mérite de montrer que les militants égalitaristes ne méritent pas le nom de progressistes, mais constituent au fond la pire des réactions au sens littéral face à la vie et à l'histoire. Les grandes époques de l'histoire humaine, en effet, sont celles qui, comme la Renaissance, connaissent un développement complexe de la société et d'immenses inégalités dans la structure de celle-ci, mais qui va aussi de pair avec un développement complexe de la personne humaine et d'une floraison de génie. Au siècle de l'égalité et de la grande confusion simplificatrice, comme dirait Constantin Leontiev, il n'y a plus sainteté ni génie, héroïsme ni poésie, qui sont les grandes victoires du principe personnel. Si les idéologies égalitaires prétendent à ce point détenir le monopole du cœur, selon une formule bien connue, c'est en fait pour masquer la profonde noirceur de leurs ressentiments et de leurs intentions. Comme l'écrit Berdiaïev, l'esprit de ces révolutionnaires est et détruit le génie et la sainteté. Il est possédé par une noire jalousie envers les grands et la grandeur, il ne supporte pas les qualités et brûle de les étouffer dans la quantité. La révolution égalitaire n'est au fond dynamique qu'extérieurement, alors qu'intérieurement, elle est statique. Elle n'a jamais apprécié les hommes de mouvement et de véritables créations spirituelles, elle les hait et les rejette au contraire, car elle les considère comme inutiles, voire nuisibles. Cette détestation et ce mépris pour tout génie créateur se marquent particulièrement bien dans cette célèbre phrase du critique littéraire Dimitri Pissarev qui disait « Tout Pouchkine ne vaut pas une paire de bottes » ou encore « J'aimerais mieux être un cordonnier russe qu'un Raphaël russe ». Totalement privés de l'esprit créateur, les apôtres de l'égalité haïssent et détruisent toute création. Car celle-ci est par définition, par essence, aristocratique. La création est l'œuvre des meilleurs et ne supporte pas le règne des pires. Le mystère de l'histoire est un mystère aristocratique. Plus l'histoire avance et tout processus authentiquement vital avec elle, l'État, la société, la culture se complexifient et s'accroissent. Vouloir la fin de l'inégalité, c'est-à-dire la destruction de la dissemblance ontologique des âmes, vouloir effacer la différence entre les intelligents et les sots, les beaux et les laids, les nobles et les vils, les doués et les incapables, ceux qui ont de la grâce et ceux qui n'en ont pas, c'est souhaiter la régression et l'informe. C'est la pire des réactions contre le processus vital et créateur de l'histoire. Comme l'écrivait Berdiaïev aux révolutionnaires de son temps, « Votre délire d'égalité était une attaque meurtrière contre l'être, contre toutes ses richesses et ses valeurs. C'était la soif de piller le monde divin et d'anéantir toute grandeur ici-bas. L'esprit du néant vous anime, c'est lui qui vous a inspiré ces idées et ces passions égalitaires. La loi de l'entropie, qui mène à la mort par une diffusion égale de la chaleur, agite à travers vous dans la vie sociale. Exiger l'égalité absolue, c'est vouloir retourner à l'état originel, chaotique, ténébreux, au nivellement et à la non-différenciation. C'est vouloir le néant. L'exigence révolutionnaire du retour à l'égalité dans le néant est née du refus d'assumer les sacrifices et les souffrances par lesquels passe la voie de la vie supérieure. Voilà la réaction la plus effrayante, la négation du sens de tout le processus créateur du monde. L'enthousiasme de la révolution est un enthousiasme réactionnaire. L'exigence contraignante de l'égalisation qui procède de l'obscurité chaotique est une tentative pour détruire la structure hiérarchique du cosmos, formée par la naissance créatrice de la lumière dans les ténèbres. C'est un essai pour détruire la personne même de l'homme en tant que degré hiérarchique né dans l'inégalité. C'est un attentat contre la place royale de l'homme dans l'ordre cosmique. Ainsi, puisque l'inégalité est au cœur de la vie humaine et sociale, tout ordre vital est hiérarchique et a son aristocratie. Seul un amas de décombres n'est pas hiérarchisé et aucune qualité aristocratique ne s'en dégage. Quels que soient les efforts ou les illusions égalitaires, on ne saurait échapper au gouvernement de la minorité. Peu importe le régime dans lequel nous vivons, démocratie, république, fédération ou monarchie, il sera forcément dirigé par une minorité de personnes à sa tête. C'est pourquoi la seule question qui se pose pour Berdiaïev est de savoir si c'est la minorité la meilleure ou la pire qui gouverne.
Une minorité en remplace forcément une autre. Les pires remplacent les meilleurs, ou bien c'est l'inverse. Car il ne peut y avoir de pouvoir ou de gouvernement direct par les masses. Cela est peut-être possible au moment où déferlent les forces révolutionnaires, et encore, mais une différenciation s'établit tôt ou tard, et une nouvelle minorité se forme et s'empare du pouvoir. C'est pourquoi, pour Berdiaïev, en deçà de toutes les différentes classifications traditionnelles des régimes politiques, il n'y a au fond que deux types de pouvoir, l'aristocratie et l'ochlocratie, le gouvernement des meilleurs ou celui des pires, mais c'est toujours le petit nombre qui prévaut. Par le règne des pires, on peut évidemment y voir le règne des destructeurs, comme l'entendait Berdiaïev, mais je crois qu'on peut également entendre ce terme comme le règne des médiocres, qui est sans aucun doute la forme de pouvoir la plus répandue à notre époque. Ainsi, si l'on veut combattre le règne des pires ou le règne des médiocres dans la perspective de Berdiaïev, il faut se fixer l'excellence comme but. Car l'enjeu n'est pas de remplacer des médiocres par d'autres médiocres, mais de remplacer les médiocres par une véritable élite au sens noble et élevé du terme. On a souvent répété que le communisme était la jeunesse du monde, mais rien ne saurait être plus faux. La jeunesse se caractérise en effet par une foi, par un élan vers l'avenir, par un désir de se surpasser et d'engendrer du neuf. Le communisme, lui, ainsi que toute idéologie égalitaire, est bien plutôt la vieillesse du monde. Une vieillesse aigrie et rancunière qui cherche à se venger de ses échecs. Comme le note Berdiaïev avec beaucoup de justesse, le révolutionnisme égalitaire est une coupure entre le père et le fils. Il est, en un mot et au sens fort, un refus de la paternité. Car il produit une rupture entre le passé et l'avenir. Refusant ce que le passé lui a légué, il refuse également de léguer quoi que ce soit à ses descendants. Edmund Burke, le libéral irlandais, avait cette phrase très juste à ce sujet. Les gens qui ne regardent jamais en arrière vers leurs ancêtres ne regarderont jamais en avant vers leur postérité. C'est ce qui arrive une fois qu'on a dépouillé la personne de toutes ses qualités historiques et organiques pour ne plus voir en elle qu'un individu, un point mathématique abstrait. La personne humaine, en effet, vit pour léguer un héritage. Elle est un instant d'une chose immortelle, alors que l'individu, lui, n'est qu'un point vivant dans un éternel présent. Si Proudhon avait raison d'affirmer que nul n'est homme s'il n'est père, alors l'homme est une fois encore mutilé par l'égalitarisme destructeur et stérile. Car l'homme n'est pas un être abstrait, il faut le considérer dans son milieu historique et dans sa succession héréditaire. Son origine et son éducation, ses instincts et ses traditions, ses souvenirs et ses attaches sont d'une immense importance. Je voudrais donc terminer sur un point qui me semble capital. Les idéologies égalitaires s'arrogent toujours le monopole des bons sentiments et prétendent se battre au nom de la justice, de l'humanité et de l'amour. Mais c'est complètement faux, et il ne faut sous aucun prétexte leur concéder ce vocabulaire. L'égalitarisme est le contraire de l'amour. Il faut n'avoir jamais aimé pour proclamer que tous les hommes se valent et que rien ne les distingue essentiellement. Car dans l'amour, tout est qualitatif, individuel, unique, tout est lié à la personne et tout est donc hiérarchique. Car on n'aime pas n'importe qui ou n'importe quoi, sinon ce n'est pas de l'amour. On aime véritablement telle personne parce qu'elle ne ressemble en rien à aucune autre et que rien ne saurait la remplacer. C'est justement parce qu'il est privé d'amour que l'égalitarisme voit tout en surface, qu'il ne comprend pas ce qui fait la véritable valeur de cette vie et qu'il cherche à tout niveler. Comme l'écrit très joliment Berdiaïev dans un autre de ses livres, « Dans l'acte créateur de l'amour se dévoile le secret créateur de la face de l'aimé. Celui qui aime aperçoit l'aimé à travers le nuage du monde naturel, à travers le masque qui s'étend sur chaque visage. L'amour est le chemin qui mène à la découverte du secret d'un visage, de la compréhension de la personne jusqu'à la profondeur de son être. Celui qui aime sait sur l'être aimé ce que le monde ignore, et en cela il est plus près de la vérité que le monde entier. Ce n'est qu'en aimant qu'on peut comprendre intégralement une personnalité, en pénétrer son génie. Nous tous qui n'aimons pas, nous ne connaissons les êtres qu'en surface, et non dans leur ultime secret. Renversons donc les termes de l'équation, et montrons de quel côté l'amour véritable se trouve. L'on ne saurait laisser ce mot aux côtés des destructeurs de toute beauté, de tout ordre et de tout ce qui est digne en ce monde. Ne capitulons pas sur ce mot, et montrons à nouveau au contraire que l'amour est l'apanage des constructeurs, des créateurs, des héros, des saints et des poètes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il est toujours assez frustrant de parler d'un livre aussi riche que celui de Berdiaïev. On aurait envie de faire une petite vidéo sur chacun des chapitres de l'ouvrage. J'espère en tout cas avoir réussi à exposer et à faire passer le plus fidèlement possible l'idée majeure de cet ouvrage. Si vous souhaitez découvrir plus avant la pensée de Berdiaïev,
je vous conseillerais, en plus de ce livre sur l'inégalité, deux autres livres, Le Nouveau Moyen-Âge d'une part et De la destination de l'homme d'autre part, qui sont également, à mon sens, des livres extrêmement profonds. Et si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu en bas de celle-ci et abonnez-vous à ma chaîne. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et à me faire part de vos réflexions, ça m'intéresse toujours énormément. Vous pouvez également me rejoindre sur Telegram, Twitter et Instagram. Voilà, je vous remercie énormément pour votre écoute et je vous dis à très bientôt j'espère.